de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les travaux de construction de la deuxième partie de la route entre Akassato et Alada vont bon train. Les populations s'en réjouissent, le constat dans ce journal. Les victimes de vol de moto 6 dans la commune de Semerpodji et environ sont invités dans les locaux du commissariat de l'arrondissement d'Agblan-Gandan du 1er au 30 janvier 2024 munis des pièces justificatives de leurs droits de propriété pour des vérifications afin de rentrer en possession de leurs moyens de déplacement. Les détails dans ce journal. Et puis hors de nos frontières, le Hamas ne sera pas prêt à accepter des initiatives d'échange d'otages qu'après un cessez-le-feu. Il faut le rappeler, le conflit entre Israël et le Hamas en 3 mois a fait plus de 22 000 morts et 57 000 blessés. Merci pour l'attention. Depuis quelques semaines, la construction de la deuxième partie de la route entre Akassato et Alada devient une réalité. Les travaux ont démarré au grand bonheur des uns et des autres. Mais quel est l'état d'avancée de ces travaux? Frédéric Esouaroumabou est allé faire le constat. Voici son reportage. Débuté il y a seulement quelques mois, la construction de la deuxième partie de la portion de route entre Akassato et Alada soumet les populations riveraines et autres usagers à la poussière et aux déviations. Pourtant, vaille que vaille, les travaux semblent avancer. En effet, les mauvaises herbes, arbres et autres boutiques qui autrefois jonchaient le parcours, ont cédé place depuis plusieurs jours à des travaux permettant de retirer les couches superficielles du terrain. Toute chose qui oblige à retrouver des tas de sable amoncelés çà et là sur le chantier. Mieux, par endroits, le terrassement a été déjà opéré. Et à certains niveaux, des couches de gravier sont bien visibles sur le parcours. Ce sont ces couches de gravier qui devront servir de support au revêtement de bitume dont elles assureront la forme et la stabilité. Mais tout n'est pas pour autant rose et n'avance pas aussi bien qu'on pourrait le penser. La preuve, des tranchées encore béantes traversent plusieurs endroits de cette route en construction. Ces tranchées attendent de recevoir des fers à béton et du ciment pour former des ponts en vue de faciliter le ruissellement des eaux de pluie. Et il arrive de temps en temps des jours comme celui-ci où les machines sont presque tous à l'arrêt et aucun ouvrier ne se retrouve sur le chantier. Toute chose qui pourrait allonger le calvaire des populations qui piaffent d'impatience. Mais celles-ci devront reconnaître que la route du développement passe par le développement de la route. De sécurité publique, le commissariat de l'arrondissement d'Agblan-Gandan a organisé au cours de l'année 2023 plusieurs opérations de fouilles nocturnes de sécurité et de répression des infractions du code de la route. Au cours de ces différentes opérations, plusieurs motocyclettes dont les propriétaires sont en infraction ont été mises en fourrière. Depuis lors, certains contrevenants ont abandonné leurs motocyclettes ou ont présenté des pièces non conformes, toute chose qui laisse conjecturer l'origine douteuse de celle-ci. C'est pourquoi la direction départementale de la police républicaine de l'Ouémé invite les citoyens victimes de vol de leurs moyens roulants au cours de la période su-indiquée sur toute l'étendue de l'arrondissement d'Agblan-Gandan et ses environs à se présenter au siège du commissariat de la dite commune munie des pièces justificatives de leurs droits de propriété afin de vérifier si leurs motocyclettes font partie de celles mises en fourrière et abandonnées par leurs propriétaires. Une opération de vérification qui va s'étendre du 1er au 31 janvier 2024.
Au lendemain des fêtes de fin d'année, les commerçants se retrouvent avec des produits invendus. Dans le souci de mieux comprendre comment la gestion de ce surplus s'organise, l'une de nos équipes est allée au centre de vente de jouets de l'Est, centre de promotion de l'artisanat à Cotonou. Suivez plutôt. C'est désormais une coutume. Pendant les fêtes, les commerçants gonflent leur stock dans l'intention de vendre beaucoup et de faire de bonnes affaires. Malheureusement, les attentes ne sont pas toujours comblées. C'est le cas cette année au centre de vente de jouets de l'ex-centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Les articles invendus font déjà objet de rangement pour attendre les prochaines fêtes de fin d'année. Cette année, en tout cas depuis que moi je suis rentrée dans cette activité, on n'a jamais vécu cette année. Ça a été carrément différent de toutes les autres années où on se plaignait même. Où cette fois-ci, vraiment, c'était une catastrophe totale. Certes, ça nous restait, mais ce qui restait, c'était gérable. Mais cette fois-ci, ce qui est resté, le nombre est un peu important. On n'a pas le choix. Nous allons les ranger et attendre les autres années aussi à venir. Le 24, nous avons étalé nos nattes pour dormir. C'est du jamais vu, mais ça c'est quand même passé. Les articles que vous voyez, nous les avons déjà sortis l'année dernière et nous avons payé la patente. Cette année, pareil. Nous les rangeons encore pour les ressortir l'année prochaine pour le même scénario. Cette situation paraît luisante que plusieurs citoyens justifient par la morosité économique qui sévit à d'autres origines selon les vendeuses rencontrées. Quand un importateur amène ses produits, il vise d'abord les revendeurs. Quand nous on va vers eux, on vise notre population. Donc quand nous on achète, on estime que la population viendra vers nous pour s'en procurer. Mais ces dernières années, ça fait 3 ans passés qu'on observe ça, la population ne vient plus vers nous. La population préfère se diriger encore chez nos grossistes qui viennent nous vendre. À quoi a compté il 10% Nous faisons des prêts dans les banques pour nous approvisionner chez les grossistes. Mais il se fait que les grossistes sont aussi devenus des détaillants. Ça ne se passe nulle part ailleurs. Le prix du gros est le même que celui du détail. Cela fait que quand nous faisons une petite majoration, les clients nous disent qu'ils préfèrent aller chez les Chinois. Ne sachant à quel c'est se vouer, les commerçants appellent les autorités, notamment le chef de l'État et la ministre du Commerce à penser à une réorganisation du secteur. D'ici peu, les chargés de prêt vont commencer par nous bousculer. On interpelle vraiment les autorités à vouloir faire quelque chose dans le secteur. Parce qu'il s'agit de l'économie du pays. Et c'est nous, les bonnes dames, qui font l'économie. Nous, on se bat en tout cas, mais si les résultats deviennent vains, eux-mêmes, ils vont constater que dans les foyers, ça ne va pas aller. Nous appelons les autorités au secours, qu'elles entendent nos cris de détresse et qu'elles fassent quelque chose pour nous. Et nous avons foi que le chef de l'État, Patrice Talon, nous entend. Ils ne peuvent pas être grossistes et détaillants en même temps. En attendant cette réorganisation, les commerçantes jouent la carte de résilience. De plus en plus visitée par les étrangers et par les Béninois, la place de l'Amazone attire de nombreux curieux depuis l'érection de la statue de l'Amazone. Carnot François Roubaix-Rinto a effectué une incursion en cette période des fêtes dans l'univers de la statue de l'Amazone. Allons donc à sa découverte.
Inauguré le 30 juillet 2022 par le président Patrice Talon, le monument Amazon ou encore l'Amazone est une statue érigée en hommage aux Amazones du Dahomey. Fabriquée en structure métallique avec une enveloppe en bronze, d'une hauteur de 30 mètres et pesant 150 tonnes, la statue posée sur un quêtre est installée sur l'esplanade des Amazones dans le 12e arrondissement de la ville de Cotonou, au sud du Bénin. Le monument représente une jeune femme guerrière armée d'un fusil et d'une épée avec sa tête pointée vers le haut en signe de victoire. C'est la seconde statue la plus grande en Afrique et un coin très attrayant au cœur de l'ancien Dahomey. Je le vois à la télé, c'est impressionnant. Je suis venu remarquer ici, c'est vraiment à la taille. Et j'ai vu, c'est un chef-d'œuvre qui est à remercier. Et c'est bien bâti. Ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Je suis vraiment fier et il faut féliciter les initiateurs de ce projet qui ont décidé de retracer un peu notre histoire à travers nos propres représentations. Parce que ici, c'est notre histoire. J'ai constaté que ceci peut même être un site touristique. Et puis ça retrace l'histoire du Bénin. Venir voir, au moins c'est l'État qui a décidé de faire cela, de venir voir et de montrer aux autres pays aussi qu'au Bénin, il y a des trucs de ouf, quoi. Moi, je suis vraiment contente. Parce que venu là, ça m'a fait plaisir qu'au Bénin, il y a ce genre de trucs, quoi. J'ai pas l'habitude de voir ça quand je suis de passage, mais cette fois-ci, ça m'a plu, ça m'a touché. Je suis épatée. Là, quand je venais, mais je regardais et je dis, ah, les pieds sont énormes, mais c'est... Je dis, ah, de loin, c'est petit, mais de près, là, ça en jette vraiment. Ça en jette vraiment. La décision d'érection de la statue de l'Amazone sur l'esplanade de l'Amazone, une place aménagée à cet effet, est prise à la suite du Conseil des ministres en sa séance du 17 juillet 2019. La maquette est présentée le mercredi 28 août 2019 par l'Agence nationale pour la promotion du tourisme dans les locaux du ministère du Commerce. Après les consultations, la réalisation de l'œuvre est confiée à l'artiste sculpteur chinois Li Xiangkun. L'érection d'autres monuments à l'effigie d'autres rois est souhaitée par les visiteurs rencontrés vu l'aspect attractif et touristique que présente le monument. Si le président pouvait même faire plus que ça, puisqu'on a, comment dit-on, on en a plus qui ont lutté contre les colons. Par rapport à ça, c'est de déjà les encourager pour ce qu'ils viennent de faire, c'est les encourager surtout. Et puis de ne pas baisser les bras et de faire encore d'autres choses. Là, nous, on pourra faire nos vidéos, nos photos pour poster. C'est ça qui va attirer les gens. Moi, de base, je suis ivoirienne. Donc, d'habitude, quand je venais, je n'ai pas l'habitude de voir ce genre de trucs. Donc, ça m'étonne. Je dis, ah, au Bénin aussi, on fait ce genre de trucs. Ah, c'est ouf, c'est bien. Pourquoi pas? Et puis celui-là, ça nous donne déjà l'impression d'envisager plus loin que ça. Et désormais, si l'État pouvait le faire, avec les autres rois déjà passés, je vois que bon, nous, qui sommes les étudiants ou bien les touristes, peuvent passer de temps en temps pour avoir ce mémoire-là. En attendant de voir ces rêves se réaliser, les curieux et les touristes peuvent aller voir l'Amazone située entre le boulevard de la Marina et l'océan Atlantique dans le 12e arrondissement de Cotonou, en face de la place de l'Indépendance et du palais présidentiel béninois. Actualité en dehors du Bénin, le conflit entre Israël et le Hamas qui se poursuit depuis bientôt 3 mois a fait plus de 22 000 morts et 57 000 blessés. Le Hamas ne sera pas prêt à accepter des initiatives d'échange d'otages qu'après un cessez-le-feu. Israël, pour sa part, annonce le retrait de 2 brigades de réservistes de la bande de Gaza. Les détails, c'est avec nos confrères de RT.
Israël serait-il passé à une phase de moindre intensité dans sa guerre contre le Hamas? Les États-Unis auraient fait pression sur Tel Aviv pour qu'il entame une phase de combat plus précise, à en croire la chaîne CNN, citant un haut fonctionnaire américain. Cette déclaration a été faite peu après l'annonce récente de Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal, sur le retrait de 2 brigades de réservistes de la bande de Gaza. Selon lui, il s'agirait d'un programme de rotation en 2024. Nous lançons le programme de l'année 2024. Les forces de réserve seront déployées de telle sorte que les réservistes pourront avoir des permissions. Nous mettrons en place ce processus de manière organisée et progressive, car nous avons de longs combats devant nous. Cette semaine, nous retirerons 2 brigades de réservistes de la bande de Gaza. Nous organiserons ce processus progressivement en l'étendant à d'autres unités. En Israël, à la frontière avec la bande de Gaza, il semble que la vie paisible commence à revenir. Tel Aviv a annoncé le retour des habitants des localités israéliennes situées dans un rayon de 4 à 7 km au nord de la bande de Gaza. Mais si la vie reprend son cours normal dans certaines régions, il est prématuré de parler d'une véritable trêve entre l'État hébreu et le Hamas. Les médias rapportent qu'Israël aurait rejeté une proposition du Hamas prévoyant la libération des otages en échange d'un retrait de la bande de Gaza et de la fin du conflit. La proposition comportait un processus en 3 phases. Chaque phase comprendrait une pause de plus d'1 mois dans les combats en échange de la libération des otages. Conformément à cette proposition, Israël commencerait à retirer ses forces de Gaza pendant la réalisation de la première phase de l'accord, ce qui impliquerait la libération de presque 40 otages, a indiqué l'officiel. Quelques prisonniers palestiniens devraient également être libérés. La proposition mettrait également fin à la guerre durant la dernière étape de l'accord, qui comprendrait la libération des soldats retenus en otage à Gaza, selon l'officiel. Il convient de rappeler que près de 130 otages enlevés le 7 octobre sont toujours aux mains du Hamas. Récemment, on a appris la mort d'un otage de nationalité hongroise. C'est le ministre des Affaires étrangères de Budapest, Péter Szijjártó, qui l'a annoncé. Tsahal, qui mène son opération contre le Hamas presque quotidiennement, combat aussi le mouvement chiite libanais du Hezbollah. L'armée israélienne déclare avoir frappé une installation militaire du Hezbollah au Liban, d'où elle avait auparavant bombardé le quartier du kibboutz Adamit, où 5 soldats avaient été blessés. Au cours des dernières heures, les militaires des forces de défense israéliennes, les chasseurs de l'armée de l'air israélienne, ainsi que d'autres aéronefs ont frappé une série de cibles au Liban, dont des infrastructures terroristes, des installations militaires ont opéré les terroristes du Hezbollah et des postes de lancement. Ça a également frappé une cellule terroriste active aux alentours du village de Oula. De plus, des drones de l'armée de l'air israélienne ont attaqué le sud Liban en réponse au bombardement de colonies juives, selon la chaîne de télévision Al-Mayadeen. Les forces armées du Hezbollah ont déclaré avoir perdu 3 combattants lors des attaques de l'armée de l'air israélienne contre leurs positions dans les zones frontalières. Outre les positions du Hezbollah au Liban, Tsahal frappe également des sites en Syrie à partir desquels ces positions ont été la cible de tirs. 5 missiles qui ont été identifiés comme provenant de Syrie vers le territoire israélien sont tombés dans des zones dégagées. Tsahal a frappé la source des tirs. Il y a peu, un chasseur des forces de Tsahal a frappé des infrastructures terroristes de Hezbollah, d'où des missiles avaient été tirés sur Adamit plus tôt aujourd'hui, lundi. La situation sanitaire dans la bande de Gaza reste préoccupante à la suite de la fermeture forcée de l'hôpital de l'amitié palestino-turque due au bombardement israélien. Quelques 10 000 patients atteints de cancer n'ont actuellement plus accès aux soins, selon l'agence de presse palestinienne Wafa. Les fonctionnaires de la santé sur le territoire assiégé affirment que les patients atteints de cancer endurent des conditions inhumaines, insupportables et n'ont aucun accès à des médicaments spécialisés dans le traitement du cancer. Le 3e étage ainsi que le dernier étage de l'hôpital de l'amitié turco-palestinienne, le seul hôpital de la bande de Gaza à traiter les cancéreux, ont été touchés fin octobre par des frappes israéliennes causant des dommages importants et mettant l'hôpital hors service. Financé par le gouvernement turc, l'hôpital représente l'un des plus grands établissements médicaux de Palestine, entièrement dédié au traitement des patients cancéreux dans la bande de Gaza. Le nombre de victimes dans la bande de Gaza continue d'augmenter. Le ministère de la Santé de l'enclave palestinienne a fait état de plus de 22 000 morts et de plus de 57 000 blessés.
C'est déjà la fin de cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, Twitter et sur notre application téléchargeable sur Play et App Store. Eden TV, Diaspora FM. À très bientôt.